La ville d'Uvira, sur la rive occidentale du lac Tanganyika, est aujourd'hui le théâtre d'affrontements violents entre les forces armées congolaises, les FARDC, et les groupes dits Wazalendo, pourtant censés être des alliés. Ce retournement d'alliance qui a déjà fait plusieurs victimes et semé la panique parmi la population illustre la fragilité des coalitions militaires dans l'est de la RDC et les risques qu'elles font peser sur la stabilité de la région jusqu'à la ville voisine de Bujumbura. Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous retrouver encore une fois sur les plateformes du média Iguié. Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur la situation qui prévaut dans la ville de Uvira. Nous sommes avec un invité qui va essayer de nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe, que je vais laisser vous saluer. Bonjour Bertrand, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Merci beaucoup Tite. Ouais. Oui. Aujourd'hui, dans la ville d'Uvira, il y a des affrontements qui sont en train de secouer la ville. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe à Uvira maintenant? Ce n'est pas la première fois qu'on voit, qu'on entend que les Wazalendo et les FARDC font des règlements de comptes entre eux, se rentrent dedans. Depuis la chute de la ville de Bukavu, on a vu les troupes qui étaient amassées à Bukavu après avoir pillé, violé et saccagé une partie de la ville, descendre dans la plaine de Rusizi vers Kamanyola et puis Uvira, et une partie aller vers Bujumbura. Arrivé sur place à Uvira, où même l'autorité provinciale était allée s'installer, les FARDC et les Wazalendo n'ont presque rien en commun. Les Wazalendo, c'est des petits criminels drogués qu'on a greffés par force au FARDC. Les FARDC, c'est des troupes qui sont délaissées, qui sont pas alimentés, qui n'ont pas de salaire, qui doivent se ravitailler sur la population. Et donc, arriver à Uvira comme c'était, on va dire, un endroit assez nouveau pour eux, où c'est quand même assez compact, la cohabitation a été très difficile. Donc, ce n'est pas la première fois que les FARDC, les Wazalendo se battent, et ils se battent pour une et une seule raison à chaque fois. C'est l'accès à l'argent. Soit il y a des infos ou des rumeurs qui disent que Kinshasa a envoyé de l'argent et c'est le colonel ou le général Intel qui a reçu les malles d'argent et les Wazalendo descendent pour réclamer leur part. Soit ils tiennent comme ça des barrières et ils perçoivent des taxes. Et il y en a qui disent que vous en prenez beaucoup plus que nous. Et après, ils se rentrent dedans. Il ne faut pas oublier que c'est des gens qui font quand même un usage excessif de la drogue. Et donc, une fois drogués, ils perdent le contrôle de leur sens et ils ont des armes. Donc, ils ne peuvent faire que usage de son arme. C'est ce qui est arrivé encore hier. Et là, ça devient quand même très inquiétant. Oui. Mais Tite, pourquoi la ville d'Uvira? Que représente Uvira pour les partis en conflit? Uvira était un repli. Mais Uvira n'est pas que le repli. Après la chute de Bukavu, il fallait la ville la plus proche. C'était Uvira. Mais Uvira, c'est aussi le carrefour frontalier entre le Congo et le Burundi. Uvira est au bord du lac Tanganyika. Les renforts qui viennent du Burundi passent par Uvira. Et même le ravitaillement en armes, en munitions et en hommes de Bujumbura, ça rentre par Uvira. Donc c'était, et ça reste, l'endroit où l'autorité politique et militaire s'est repliée, où ils ont du mal à organiser la cohabitation avec ces forces hétéroclites. Et donc, ça devient
très compliqué. Uvira, je disais, comme il y a l'acheminement des armes, des munitions et des hommes, mais Uvira est proche de Minembwe. Donc les Banyamulenge sont attaqués depuis Uvira. Et voilà. Mais alors, quel est le lien qui se situe entre les affrontements qui ont lieu à Uvira et ceux de Minembwe? Minembwe, c'est le lieu où vivent les Banyamulenge. C'est le lieu qui fait l'objet d'attaques systématiques et d'épuration ethnique. Et donc, c'est là où on achemine des militaires, des Wazalendo, des FDLR pour aller exterminer les Banyamulenge. Donc, le lieu qui accueille depuis des siècles la communauté Banyamulenge, c'est Minembwe et ses environs. Et donc, voilà. Minembwe est très proche d'Uvira. Même si certains politiciens à Kinshasa avaient osé quand même dire que Minembwe a la frontière avec le Rwanda. Ils ne connaissent même pas la géographie de leur pays, mais là n'est pas le sujet. Et donc voilà, il y a la proximité entre Minembwe et Uvira, et il y a le fait que Uvira sert de lieu de passage pour aller faire du carnage à Minembwe. Oui, mais la ville de Bujumbura, elle est près de Uvira. Mais en quoi cette ville devrait-elle s'inquiéter maintenant avec ces affrontements? D'abord parce que c'est à proximité, comme vous le dites. Hein. Les sages africains disent quand la case du voisin brûle, il faut aller l'aider à éteindre le feu parce que ça risque de prendre aussi la vôtre. Et donc, Uvira est contigu à Bujumbura et peut comme ça, ça peut se déverser sur Bujumbura. Ça, c'est un. Des deux, Bujumbura, les autorités burundaises sont quand même les alliés des FARDC, des Wazalendo et des FDLR. Une fois que les alliés se rentrent dedans, ils cassent l'alliance. Et donc, Bujumbura ne peut plus compter sur les FARDC, les Wazalendo. Bujumbura renfloue les troupes par là. Et donc, il y a des risques que les Burundais qui sont déjà sur place soient pris à partie aussi. Et puis, il y a cette crainte que l'AFCM 23, qui n'est pas très loin, qui est dans les hauteurs par là, puisse profiter de ce chaos pour s'emparer de la ville d'Uvira. Et une fois que la ville d'Uvira tombe aux mains de l'AFCM 23, l'approvisionnement en carburant de Bujumbura sera arrêté net. Et donc, il y a de quoi paniquer si on est du côté de Bujumbura. Oui, mais l'actuel gouvernement de la RDC est en conflit direct avec la M23 que vous venez de parler. Mais quel est le rapport avec ces affrontements et l'actuelle crise qui secoue l'Est de la RDC? Parce que à Doha, on avait signé la déclaration de principe cesser le feu avec effet immédiat. Le lendemain, le gouvernement congolais a violé le cessez-le-feu. C'est une zone de guerre, étant donné que la FCM 23 s'est quand même donné comme objectif de protéger la population. La protection de la population passe par aussi l'alliance qu'il y a entre les défenseurs de la communauté Banyamulenge, les Twirwaneho, qui ont fait allégeance à l'AFC M23. Et donc, il y a toutes ces combinaisons-là qui font que l'AFC M23 descend vers Minembwe, ses environs, dans les hauteurs d'Uvira, et assiste au règlement de comptes entre les anciens alliés. Et la ville d'Uvira doit être actuellement
une cible pour l'AFCM 23, étant donné tout ce qu'on vient d'expliquer, la protection à la fois des Banyamulenge, mais aussi d'autres Congolais qui vivent sous le joug des Wazalendo et des FARDC, et aussi couper l'approvisionnement qui vient de Bujumbura. Et donc, il y a plusieurs raisons qui militent en faveur de la prise d'Uvira le plus tôt possible par les lions de Saramboué, comme elles appellent les troupes de l'AFCM 23. Oui, mais dans ce cas, si la ville d'Uvira tombe entre les mains du M23, à quoi s'attendre? S'attendre à ce changement de paradigme. La ville n'est plus aux mains des criminels FARDC et Wazalendo. La ville d'Uvira n'est plus le lieu d'approvisionnement en provenance de Bujumbura. La ville d'Uvira n'est plus ce pont-là pour aller jusqu'à Kindu, parce qu'on a appris qu'il y a des gens qui viennent de l'étranger, très loin, qui transitent par Bujumbura et qui entrent par Uvira. Et aussi, c'est Uvira, semble-t-il, qui alimente Bujumbura en carburant. Et donc, une fois Uvira tombé aux mains de l'AFCM 23, je ne suis pas sûr que Bujumbura recevra aussi facilement du carburant. Et donc aussi, il y a la pacification de tous les territoires qui sont sous le contrôle de l'AFCM 23, et Uvira a droit aussi à bénéficier de la quiétude et de la sécurité une fois aux mains de l'AFCM 23. Mais je ne pense pas que si jamais ils prenaient la ville d'Uvira, ils vont s'arrêter là. Est-ce que voyez-vous cette initiative imminente, cette prise de Uvira? La prise d'Uvira, une fois que les alliés ou les anciens alliés se seront neutralisés, ça facilite la tâche à l'AFCM 23. Ça crée la panique du côté de Bujumbura, je viens de l'expliquer, et ça permet d'entrer dans Uvira sans à la fois gaspiller les munitions et perdre des hommes du côté de l'AFCM 23. Oui. Je crois que c'est là, le fruit est mûr et il va falloir passer à l'action. Oui, mais à l'heure où nous parlons, il y a différents processus de paix pour résoudre cette crise dans l'est de la RDC. Est-ce que pouvez-vous dire qu'il y a un avant et un après processus de paix encore? Est-ce que voyez-vous une différence? Y a-t-il une amélioration de la situation? Mais en général, comment est-ce que... Doha avait suscité beaucoup d'espoir. On avait, comme on dit, on y avait cru. Après les échecs de Nairobi, de Luanda, on s'était dit, là, cette fois-ci, ça y est. L'enthousiasme qu'il y a eu après la déclaration de principe, la lecture à la RTNC, qui n'était pas rien dans l'opinion. Mais voilà, après, l'enthousiasme retombe parce que on avait dit à Doha cessez-le-feu immédiat. Kinshasa a violé le cessez-le-feu dans les 24 heures qui ont suivi. On a dit à Doha des mesures de confiance, c'est-à-dire poser des actes qui mettent l'autre partie en confiance. L'AFCM 23 a fait preuve de bonne volonté en libérant les FARDC qui étaient au stade à Goma, FARDC et policiers, d'ailleurs accompagnés de leurs familles. L'AFCM 23 a laissé partir les mercenaires. Ça aurait pu se passer différemment. L'AFCM 23 a laissé partir les troupes de la SADC.
la FCM 23 a demandé à la médiation d'intervenir auprès de Kinshasa pour que des citoyens congolais, Tutsis, incarcérés dans des conditions quand même inhumaines, à Makala, Ndolo et dans les geôles de la DEMIAP, soient libérés parce qu'ils ont juste été arrêtés, étant donné qu'ils étaient Tutsis. Une liste de près de 700 personnes quand même. Kinshasa traîne les pieds sur ce dossier. La médiation a insisté auprès de Kinshasa pour la réouverture des banques parce que Kinshasa est en train de sanctionner la population. C'est des commerçants, c'est des agents de l'État qui ont... c'est des gens qui travaillent dans les ONG et Dieu sait qu'il y en a pléthore à Goma et les environs qui ont leur argent dans les banques. Ce n'est pas l'argent de Bertrand Bisimwa ou de Corneille Nangaa. Et voilà, ça aurait été des mesures de confiance. L'AFCM 23 a fait sa part et de bonne foi. Kinshasa a refusé et fait preuve de mauvaise foi. Donc c'est là que l'espoir de Doha s'amenuise de plus en plus. Oui, mais à leur titre, selon vous, le gouvernement de Kinshasa est en guerre avec le M23. Il a fait appel à des alliés pour l'aider dans ce combat. Mais ces alliés continuent toujours de s'affronter entre eux. Est-ce que voyez-vous une continuité de ces alliances que Kinshasa va continuer de faire que projetez-vous pour l'avenir de ces alliances très fragiles de Kinshasa? Kinshasa a essayé d'opérer une greffe en incorporant les Wazalendo au sein des FARDC. Ce n'est pas des militaires, c'est des criminels drogués. Déjà que les FARDC étaient en difficulté. C'est pour ça que Kinshasa a fait venir les Burundais, la SADC. Kinshasa a payé beaucoup d'argent aux mercenaires. C'est parce qu'il ne faisait pas confiance à son armée. Depuis la chute de Goma, il y a des initiatives quand on suit ça de très près, et ça c'est la chance que j'ai, quand on discute avec plusieurs acteurs. Il y a des initiatives des personnes et des personnalités, des chefs coutumiers, à la fois de Walikale, à la fois du sud Kivu, qui expliquent à ces chefs Wazalendo, à ces chefs, il y a pléthore de groupes armés. Même si le vocable est resté Wazalendo, mais ils ont... qui leur explique que leur intérêt n'est pas de tuer leurs compatriotes au Kivu, qu'ils sont manipulés par le pouvoir de Kinshasa. Et qui donne, moi ça m'a fasciné quand j'étais à Goma et que quelqu'un m'explique, dis-moi, moi je viens de Kamituga. Kamituga, c'est le centre où il y a beaucoup d'or qui est exploité depuis par les Belges et d'autres sociétés. Chez nous, il n'y a pas d'hôpitaux. Chez nous, il n'y a pas de route pour quitter Bukavu, aller Kamituga. C'est la croix et la bannière. L'homme, la femme, l'enfant de Kamituga profite de quoi? Et tu peux étendre comme ça l'exemple de Kamituga sur Walikale, sur Walungu, sur Kindu, partout. Kindu, Matata Mpogno a essayé de donner de la fraîcheur à sa ville natale. Donc ça, on fait de la pédagogie pour l'expliquer aux petits chefs de guerre là. Ça vous a servi à quoi? Votre oncle, votre tante, votre cousin, s'il est malade, il se fait soigner où?
Ah oui, c'est vrai. Donc, je veux dire qu'il y a une prise de conscience qui est encore embryonnaire, mais qui prend de l'importance. Et on voit, si vous suivez l'actualité, il y a des ralliements. Les gens qui quittent les forêts pour intégrer les rangs du M23. C'est dû à cette pédagogie des gens qui parlent au leur, qui lui dit « Je suis Mourega comme vous, je suis Muhunde comme vous, je suis Mundande comme vous. » Mais le pouvoir de Kinshasa, est-ce qu'il nous sert ou il se sert de nous? Il y a cette mobilisation-là qui est en train de prendre. Et donc, qui va aboutir à la rupture du cordon ombilical entre ces groupes armés et le pouvoir de Kinshasa. Et ça, ce sera une grande victoire sur la manipulation et l'instrumentalisation des groupes armés à l'Est. Mais il y a d'un autre côté tout le travail qui est fait par l'AFC M23, apprécié par la population. J'ai même vu que même Radio Okapi commence à saluer les actions de l'AFC M23. Ah, maintenant, on a de l'eau courante toute la journée. Ah bon? Non, avant, c'était pas ça. Maintenant, on a du courant. Les gens sont étonnés d'appuyer sur l'interrupteur et de voir qu'il y a de la lumière. Ah bon? Le courant n'est pas encore parti, non? Et donc, ce qu'ils sont en train de faire, ça va créer un lien de confiance entre le pouvoir de l'AFC M23 et la population. Ils ont la sécurité, maintenant ils vont avoir accès à des infrastructures. Et tout ça coupe le lien du discours victimaire, du discours incendiaire de Kinshasa. Ça va permettre, s'ils entrent dans Uvira, que la population puisse dire enfin nous aussi. Du côté de Walikale, c'est en train de se passer. Et s'ils avancent par Lubutu, par Tingi-Tingi, et qu'ils atteignent Kisangani, Kisangani peut être neutralisé comme aéroport qui sert quand même de lieu de départ des drones qui viennent bombarder au nord et au sud Kivu. Une fois qu'ils prennent Uvira, ils peuvent s'avancer soit vers Kalemi ou vers Kindu aussi. Et donc, à la fois, sécuriser la population et empêcher ces attaques des Sukhoi et des drones sur leurs positions et sur les populations. Oui. Oui, alors Métit, si nous avançons vers la fin, pouvez-vous nous dresser un chemin entre le processus en paix en cours, la situation sur le terrain et aussi les engagements pris par notamment la RDC et les différents partis? C'est ce que je viens d'expliquer longuement. Il y a une contradiction entre les engagements pris à la fois à Washington et à Doha et la situation sur le terrain. Vous ne pouvez pas signer à Washington, à Doha et recruter des mercenaires. Il y a une incompatibilité entre ces deux actions. Vous ne pouvez pas signer à Doha, cesser le fait immédiat et dans les 24 heures, reprendre les hostilités et attaquer les positions de l'AFC M23. Vous ne pouvez pas signer à Washington et à Doha et persister dans le discours de haine auquel on assiste au sommet de l'État à Kinshasa. Donc il y a comme ça beaucoup de contradictions entre les engagements qui sont pris la main sur le cœur, la situation sur le terrain. Et ça n'est pas de nature à permettre qu'on prenne le chemin de la paix et qu'on arrive
à signer et à mettre en application ce qu'on a signé. Je crains que Kinshasa, qui a quand même perdu beaucoup d'alliés, Sadek est parti, les Burundais sont en très grande difficulté. Ils ne vont pas pouvoir aider le pouvoir de Kinshasa. Et donc, je vois une avancée de l'AFCM 23. Après Uvira, ce sera d'autres villes, en tout cas pour sécuriser le plus possible à la fois la population et leur position. Il va y avoir un durcissement de Kinshasa qui psychologiquement n'arrive pas à digérer la déroute militaire de cette armée hétéroclite, compte tenu de la situation interne sur la scène politique à Kinshasa, où Tshisekedi perd du terrain à vue d'œil. L'Union sacrée n'est plus ce qu'elle était. En tout cas, Kamere et Lukwebo vont lui faire fombo dans les jours à venir et rallier un peu ce qu'ils appellent maintenant le camp de la paix, qui est incarné par la Senko et l'Église protestante, et qui pousse pour arriver au dialogue. L'UDPS est déjà fracturé, il y a deux factions. Et donc, Tshisekedi ne se rend pas compte que ça aurait été une bouffée d'oxygène à la fois pour lui et pour le pays de respecter ce qui est signé à Doha, d'arrêter de faire venir des mercenaires qui coûtent cher pour pas plus d'efficacité, d'arrêter d'instrumentaliser les Wazalendo qui sont en train de se battre avec les FARDC, d'accepter la neutralisation des FDLR. Ça, ils traînent encore les pieds, ils refusent, et pourtant ça a été signé à Washington. Et donc, de choisir carrément le chemin de la paix parce que la guerre lui a été fatale. Pour dire qu'il y a encore du chemin à faire. Il y en a encore et beaucoup, et il y a des embûches sur ce chemin. En tout cas, merci beaucoup, Tite. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir aidés à comprendre la situation. Merci. Et vous êtes encore le bienvenu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.